Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Et si c'était le grain de sable dans la machine Macron qui paraît si bien huilée alors que le président est soutenu par les Français sur ses grandes réformes? Vos enquêtes d'opinion le montrent régulièrement. Jean-Daniel Lévy, vous êtes le patron opinion d'Harris Interactive. Bonsoir à vous. Bonsoir. Il semble trébucher sur le pouvoir d'achat. On voulait en parler évidemment avec vous ce soir au 39-21. Donc n'hésitez pas à prendre votre téléphone bien évidemment. Et avec l'écrivain et grand reporter Sophie Coignard. Bonsoir Sophie et merci d'être avec nous également. Le pouvoir d'achat, c'était pourtant une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, en tout cas pour les travailleurs, mais depuis les Français et notamment les retraités ont fait leur compte. Voici les propos du président, revisités par ceux qui ont ouvert leur porte-monnaie récemment pour faire les comptes. 80% des retraités gagneront du pouvoir d'achat. Quand j'ai reçu ma feuille, bien entendu, j'ai une belle baisse de pouvoir d'achat, 40 €. Ah, c'est une catastrophe. Moi, ça me fait 106 € en moins. Je m'engage à protéger le pouvoir d'achat des retraités modestes pendant tout le quinquennat. Il avait dit qu'il ne toucherait pas aux petites retraites, mais il y touche. Indirectement, il y touche. Eh bien, ça représente un caddie de course pour une semaine, oui. Le pouvoir d'achat, est-ce que c'est une alerte sérieuse ? C'est une alerte sérieuse, mais c'est peut-être pas une alerte récente. C'est-à-dire que quand vous regardez les premiers moments où il y a eu des baisses de confiance à l'égard du président de la République, c'était au début de l'été, lorsqu'il y a eu une double conjonction. D'une part, l'abandon de l'impôt sur la fortune et parallèlement le fait que les APL, c'est-à-dire les aides au logement, soient baissées de 5 €. Et dès ce moment-là, il y a eu une petite baisse chez les Français de l'appréciation ou de la confiance à l'égard du président de la République. Baisse de régime pour le président déjà. C'est ça, dans les différentes enquêtes d'opinion qui a même conduit à pouvoir le président baisser assez nettement au cours de l'été. On s'en rappelle, donc il y avait déjà des éléments qui permettaient d'entrevoir... Première alerte en quelque sorte. Première alerte qui était une alerte forte d'un point de vue signal et puis également d'un point de vue de répercussion quasiment immédiate d'un point de vue d'opinion. Donc c'est le retour, de certaine manière, c'est le deuxième signal envoyé par les Français. C'est le deuxième signal qui est envoyé par les Français avec peut-être la perception que jusqu'à présent on était plutôt sur les thématiques macroéconomiques. Quelles sont les grandes orientations en matière de chômage? Quelles sont les répartitions pour réduire la dette? Quelle est l'interrogation sur le déficit public? Quel est d'une manière générale le dynamisme en matière de croissance? Et tout ceci était relativement bien apprécié de la part des Français avec le sentiment que la machinerie, comme vous l'avez dit, était une machinerie bien huilée et qui fonctionnait bien. À partir du moment où les Français se disent globalement ça fonctionne bien, mais pour moi, concrètement, quelles en sont les conséquences? On voit effectivement que là, il y a des interrogations, des doutes et des remises en cause, avec l'idée que les politiques n'apparaissent pas forcément comme étant justes économiquement, pas forcément juste socialement, et que ce ne sont pas forcément les plus riches qui sont amenés à payer, mais également ceux qui apparaissent comme étant relativement issus des classes moyennes ou des classes moyennes populaires. Donc cette alerte, elle est chez tous les Français ou elle est particulièrement ciblée chez les ouvriers, les employés, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas un gros pouvoir d'achat en temps normal, si j'ose dire. Donc qui souffrent plus difficilement, qui vont regarder avec attention, effectivement, leur budget, qui vont porter une attention particulière à leur fiche de paye ou à leur retraite, et pour lesquels quelques euros de différence ont une incidence extrêmement forte sur leur vie au quotidien et qui n'apparaissent pas comme étant un surplus pour améliorer la qualité de vie. C'est votre cas, Jean-Pierre. Bonsoir à vous. Vous nous appelez de Chambray-les-Tours. Bonsoir Jean-Pierre, vous êtes là? Oui, bonsoir Laurent. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous diriez que vous souffrez? Je vais vous dire une chose. Nous sommes retraités, ma femme et moi, de la fonction publique du ministère des Finances. Et nous venons de recevoir notre bulletin de pension qui n'est édité que quand il y a un changement. Vous voyez, l'État fait des économies, mais ça c'est très bien. Eh bien, nous avons fait la soustraction. Nous avons à deux pratiquement 90 € de moins par mois. Vous multipliez par 12, cela fait le montant, vous voyez, de la taxe d'habitation. Parce que bien sûr, nous ne bénéficierons pas de l'abattement qui est prévu. Sur la taxe d'habitation, pourquoi? Ah non, on ne rentre pas du tout dans le cadre. Nous sommes cadre B, retraités de la fonction publique, et je peux vous dire, écoutez, c'est pas un secret, moi j'ai net par mois, avec ma retenue mutuelle et les autres retenues, 1824 € par mois. Oui. Et ma femme a 1704 € par mois. Et ça nous fait 90 € à deux de moins par mois. Alors la pilule est un peu amère quand même. La pilule passe mal, Sophie Coignard. Est-ce que les retraités, comme Jean-Pierre et son épouse, sont des gens qui sont importants et qui doivent être choyés politiquement? Parce qu'ils ne descendront pas dans la rue. Jean-Pierre, je trahis pas de secret là non plus. Vous ne descendrez pas dans la rue pour vos retraites? Écoutez, je ne sais pas. Mais vous savez, ça me fait penser à une chose. Quand j'étais gamin et que j'allais au lycée, je me rappelle, le général de Gaulle avait voulu supprimer la retraite du combattant. Et ça m'avait fait beaucoup rire de voir des vieux manifester.
Et je n'avais pas compris à l'époque de quoi il s'agissait, mais là, je crois qu'on a touché une corde sensible et je pense que les retraités vont en prendre plein la figure et vont se mobiliser. Le mot est très, très important. Sophie Coignard, on a touché une corde sensible ? Le pouvoir d'achat ? Évidemment, le pouvoir d'achat est une corde sensible et il y avait quelque chose d'assez facile à anticiper, en tout cas qu'on était nombreux à regarder quand même attentivement depuis le début de l'année 2018, c'était ces fameuses hausses, parce qu'il y a effectivement ce problème des retraités qui, de toute façon, y compris pour ceux qui vont bénéficier d'une baisse et d'une exemption progressive de leur taxe d'habitation, ne le voient pas encore. Donc il y a pour tout le monde cette histoire de décalage dans le temps, où dans un premier temps on aspire et dans un deuxième temps on redonne un petit peu, mais ça fait quand même un gros trou d'air. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était cette espèce de d'augmentation en rafale, vous voyez, qui suivent immédiatement le réveillon du Nouvel An. 14% sur le tabac, 9% sur le diesel, 6% sur le fioul domestique, 7% sur le gaz, 12% sur le timbre. Voilà. Et alors, si vous prenez ces différents ingrédients, qui sont les personnes qui sont le plus touchées? Alors, un peu les retraités et beaucoup les gens les plus modestes. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce sont, pardonnez-moi, mais les pauvres qui fument le plus, que les gens modestes sont ceux qui, notamment dans la France périphérique, sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Le plus souvent, leur voiture fonctionne à quoi? Au diesel, parce qu'ils ont fait cet arbitrage-là, parce que le diesel était moins cher, etc., etc. Donc, évidemment, on le voit bien d'ailleurs dans les sondages qui disent, notamment le sondage du JDD d'hier, qui décrivent donc ce dévissage à la fois du président et du Premier ministre. On voit bien l'énorme dichotomie entre, d'un côté, les retraités et les employés ouvriers qui sont massivement convaincus que leur pouvoir d'achat baisse, et qui d'ailleurs c'est une estimation qui se retrouve effectivement dans les chiffres, comme vos auditeurs le montrent. Oui. Et d'un autre côté, les cadres qui ne sont que 37%, je crois, à considérer que leur pouvoir d'achat baisse, parce qu'effectivement il ne baisse pas. Vous rajoutez un petit ingrédient, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, effectivement, la hausse de la CSG est compensée au centime près. Mais il y a un petit bug qui n'est pas tout dû à Emmanuel Macron, mais qui les fait râler, c'est qu'en 2010, réforme des retraites, François Fillon, Premier ministre, et cette réforme des retraites prévoit petit à petit qu'il y aura un rapprochement, si je puis dire, entre les cotisations qui sont dues par les salariés du privé et par les agents de la fonction publique. Et il y a des effets de déclenchement, en gros, tous les 1er janvier ou tous les 2 ans. Et là, il y en a un, 0,27%. Et donc, vous avez des fonctionnaires qui disent « Mais c'est faux, on ne nous a pas du tout compensé comme on le promettait la CSG. » En fait, c'est un effet retard d'une mesure qui a déjà 8 ans, mais qui passe mal aussi pour les fonctionnaires. Jean-Daniel Lévy, j'ai regardé un peu le pouvoir d'achat a progressé officiellement d'après l'INSEE, donc ce sont des chiffres, il y a un panier de produits, voilà, de 1,6% l'an dernier. J'ai bien dit a progressé de 1,6% l'an dernier. BVA, sondage BVA, 68% des Français estiment que leur pouvoir d'achat baisse. Comment on en est arrivé là? On en arrive toujours là. C'est-à-dire que lorsqu'on pose la question du pouvoir d'achat, on a de manière extrêmement rare la perception chez les Français que leur pouvoir d'achat a tendance à augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de dépenses qui apparaissent comme étant des dépenses contraintes. Les dépenses contraintes, c'est le loyer, ça va être l'alimentation, ça va être les frais de déplacement, les frais d'habillement, et voire même aujourd'hui tout un certain nombre de frais liés à la télécommunication ou aux communications en tant que telles. Ce pack-là apparaît comme étant un pack dont on ne peut pas se séparer, et qui aujourd'hui, de manière objective ou subjective, donne le sentiment de peser extrêmement lourd dans le panier des ménages dans le cadre du quotidien, notamment le panier logement et l'aspect relatif au transport, et on en parlait tout à l'heure, notamment au coût de l'essence lorsqu'on est obligé de diesel, voilà. Donc ces aspects-là font qu'il y a cette perception un peu diffuse que de toute façon, pour ce sur quoi on est obligé, ce qu'on est obligé de dépenser, aujourd'hui, constitue un pack, qui est un pack extrêmement important. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que derrière la question du pouvoir d'achat, il y a une interrogation autour de la reconnaissance. Ce n'est pas uniquement une dimension objective de ce que l'on peut s'offrir, mais c'est également la reconnaissance de la part, soit de l'État, soit de la part de son employeur, de sa
valeur intrinsèque, et avec toujours le sentiment que globalement, on vaut un peu plus que la manière dont on peut être rétribué de manière monétaire. Alors je lis quelques messages et puis on accueille Georges au 39-21. Je suis retraité de l'éducation nationale, nous dit par exemple André du côté de Mouzins. J'ai perdu 50 €, je me demande où est le pouvoir d'achat promis par monsieur Macron. Anthony de Bretagne nous appelait tout à l'heure, il a 36 ans Anthony. Il voulait parler du cas de son père et nous dire que son père est retraité, qu'il a constaté une baisse de 50 € de ses cotisations retraite qui devait être compensée par une baisse de la taxe d'habitation, mais sa taxe d'habitation devrait elle augmenter de 80 € parce que visiblement il est au-dessus du plafond pour l'instant prévu pour les premiers dégrèvements. Georges, à vous maintenant. Vous avez l'air de dire, Georges, que finalement le pouvoir d'achat, on nous promet toujours des hausses et ça vient jamais. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à vous. Je tiens d'abord à dire que je suis absolument inscrit à aucun parti politique. Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron et j'ai plutôt de la sympathie depuis qu'il a été élu, notamment pour sa réforme concernant l'école. Et donc je vois plutôt d'un bon œil son arrivée au pouvoir, même si je n'ai pas personnellement voté pour lui. Oui. Mais pour ce qui est du pouvoir d'achat, j'ai l'impression que nous moulinons tous un peu à tort et à travers. Concrètement, je voudrais qu'on me donne un exemple d'une catégorie sociale qui a vraiment gagné quelque chose de manière significative. Moi, je n'en vois pas. Jean-Daniel Lévy est en train de chercher. Sophie Coignard. Mais rien de significatif. La seule mesure significative qui aurait pu être significative, ça a été la taxe d'habitation qui a été promise, mais qui a été finalement tellement cadrée dans des limites de ressources, etc., que finalement c'est sorti. Ça n'a pas été, comment dirais-je, mené à bout. Alors donc, pour moi, la taxe d'habitation, qui pour moi a gagné quelque chose de significatif, du moins dans les catégories des gens qui vivent pas sur notre planète. Enfin, moi, je vis, alors peut-être je vis sur une autre planète, mais on va immédiatement aligner les planètes. Georges, vous inquiétez pas. Moi, j'entends que 80% de la taxe d'habitation va être supprimée dans les 3 ans qui viennent et qu'à terme, la totalité de la taxe d'habitation sera supprimée. Est-ce que Sophie Coignard, vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il a 3 500 € par mois à deux, donc avec sa femme, et qui est exclu de la taxe d'habitation. Moi, j'en suis exclu aussi. Je ne rencontre que des gens qui sont exclus. Alors, donc, oui, 80%, et à terme, dans 5 ans, mais si vous voulez, je parle d'une mesure forte, quelque chose qui, dans la conscience des gens, pourrait leur faire croire qu'ils ont gagné quelque chose de vraiment net, de notable. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Il n'y a pas. Il y a plein de choses passionnantes dans ce que vous venez de dire, mais le tout de suite est très important. Est-ce que Emmanuel Macron a sous-estimé la nécessité de donner immédiatement aux gens ? Oui, alors d'abord, il y a la différence entre l'effet d'annonce et la réalité, qui est toujours un problème quand même dans l'opinion, parce que les gens s'en rendent compte. Donc on voit bien que Emmanuel Macron fait ce qu'il dit. C'est d'ailleurs son leitmotiv, et c'est vrai. Jusqu'à présent, on ne peut pas trop le prendre à défaut là-dessus. Mais il ne le fait pas tout à fait au moment où il avait dit. Et c'est là le problème du léger ou lourd décalage, je ne sais comment l'appeler, entre d'une part les ponctions et d'autre part les cadeaux. Donc en effet, sur cette histoire de taxe d'habitation, plusieurs observations, ça va se faire en 3 ans, donc effectivement les effets seront lents à être vus. Il est indéniable que des catégories non négligeables vont gagner en pouvoir d'achat. Le salarié du privé modeste, qui va donc être concerné par cette suppression progressive de la taxe d'habitation, va gagner incontestablement en pouvoir d'achat. Le gouvernement nous a promis que les salariés tout court gagneraient en pouvoir d'achat avec la baisse des cotisations sociales. Les salariés du privé gagnent en pouvoir d'achat tout court. Simplement, ça se fait en plusieurs étapes, et c'est là, enfin, votre auditeur a tout à fait raison, c'est tout à fait le problème, c'est-à-dire qu'on voit bien que les choses seront faites comme annoncé par Emmanuel Macron, mais elles seront faites dans un tempo qui laisse une impression qui n'est pas tout à fait fausse, qui laisse une impression qu'on commence par donner des claques et que petit à petit, on récompense. Donc ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est celui de la taxe d'habitation. Alors là, on revient à un problème plus macroéconomique, c'est-à-dire qu'effectivement, le président s'est engagé à ce que la taxe d'habitation soit supprimée à terme pour tout le monde. La question, c'est par quoi sera-t-elle compensée ? Et pour l'instant, c'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Et je pense que beaucoup de Français se disent que d'une manière ou d'une autre, comme il n'y a pas de baguette magique en politique et encore moins en ce qui concerne les comptes publics, eh bien cette taxe d'habitation sera d'une manière ou d'une autre compensée par une autre forme de prélèvement. Ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous disiez, Georges, qui nous appelait tout à l'heure de Châtenay-Malabry, c'était moi, Macron, j'aime plutôt bien ce qu'il fait comme grosse réforme. En revanche, évidemment, je ne vois pas le bénéfice immédiat que j'en tire. Donc il y a un soutien au président finalement sur son action
au sens large, macro, comme on dit, et une perception micro qui est assez dévastatrice, non ? Tout à fait, même si en parallèle, ça fait de nombreux mois qu'on commence à voir qualifier le président de la République de président des riches. Et ça revient également sur ce qu'indiquait votre auditeur, à savoir au final, qui gagne vraiment aujourd'hui du pouvoir d'achat. Et sans être sur des aspects objectifs, de représentation subjective chez les Français globalement, il y a la perception que tout le monde n'est pas traité de la même manière en matière de pouvoir d'achat ou en matière d'efforts qui sont proposés d'un point de vue économique de la part du gouvernement. La perception, pour faire vite, que les plus aisés disposent aujourd'hui de niveaux de revenus qui ont tendance à s'accroître et que les catégories moyennes et populaires aujourd'hui sont un peu plus ponctionnées. Et ça crée classiquement du mécontentement, c'est ce qui s'était vu au moment de Nicolas Sarkozy, par exemple. C'était connu, on l'avait vu au moment de Nicolas Sarkozy, on l'avait vu au moment de Jean-Marc Ayrault, et si on remonte un peu... Donc de François Hollande sur le fameux ras-le-bol fiscal. Et même de Lionel Jospin au début des années 2000. Est-ce qu'il y a des mesures dans les cartons ou dans les tiroirs pour essayer d'atténuer ce qui est en train de se passer et ce qui remonte au standard européen ce soir ? Les mesures dans les tiroirs, elles sont connues. C'est-à-dire que l'espoir, un des espoirs du gouvernement, c'est qu'effectivement, dans un deuxième temps, quand il va y avoir la deuxième partie des baisses de cotisations sociales, donc à l'automne, et puis quand il va y avoir le premier effet sur la taxe d'habitation, c'est de pouvoir effectivement exciper d'une politique plus cohérente et de pouvoir dire aux Français, voyez, jugez-nous sur pièce. Vous avez demandé de la patience et la patience paye. Le problème, c'est que la patience a ses limites et que ça fait que jusqu'ici, les Français ont quand même accordé beaucoup de crédit à ce gouvernement en disant on va attendre des résultats. Sophie Coignard, merci d'avoir été avec nous. Merci à Georges, merci à André, merci à Anthony et aux très nombreux auditeurs qui ont appelé ce soir au 39 21 sur ce sujet, on l'imaginait bien. Merci à Jean-Daniel Lévy, le patron opinion d'Aris Interactive.